Bonjour, je suis Julien Pelletier, j'ai 43 ans et je suis un auteur spécialisé dans le Japon médiéval et tout spécialement la figure du guerrier traditionnel japonais, souvent appelé samouraï. Alors, c'est un ouvrage qui essaye de balayer toute une période, puisque la bataille de Sekigahara s'inscrit dans un contexte de transition, la fin de la réunification de l'archipel, à l'issue d'un long processus qui s'est étalé sur une trentaine d'années. Et donc, la bataille de Sekigahara marque vraiment pour moi cette espèce de charnière capitale entre deux siècles, puisqu'elle a lieu en 1600, et aussi entre deux époques radicalement différentes. Une fin de la période dite Sengoku, qui avait été marquée par l'anarchie, par le chaos, mais aussi par une mobilité sociale extraordinaire, sans précédent sans doute dans l'histoire du Japon, à laquelle va succéder la période dite Edo, du nom de la capitale shogunale, la future Tokyo, qui, elle, sera caractérisée au contraire par à la fois la paix civile, mais aussi une société beaucoup plus corsetée, beaucoup plus enfermée dans des rites et dans des codes extrêmement limitants. J'ignore si elle est particulièrement originale. Je pense que la question n'a pas été traitée jusqu'à présent, en tout cas par des auteurs francophones, et c'est regrettable parce que je pense que cette bataille, on l'a dit, joue un rôle vraiment essentiel dans l'histoire du Japon et tout spécialement dans la genèse du Japon prémoderne. C'est vraiment avec Tokugawa Ieyasu, donc le vainqueur de la bataille, que le Japon entre dans une pré-modernité sous son mandat. On pourrait parler de règne, mais on va plutôt utiliser le terme de mandat puisqu'il s'agit du futur shogun. À l'époque, il n'a pas encore reçu ce titre. Et donc, l'idée, c'est de saisir ce prétexte-là pour raconter à la fois les péripéties de la bataille, qui met en scène tous les grands champions de l'époque, des noms qui sont bien connus des amateurs, des connaisseurs de cette matière historique japonaise. Et puis à la fois, ce changement de paradigme qui intervient au lendemain de la victoire des Tokugawa. Un amour d'enfant. Non, j'étais un passionné de chevalerie, comme beaucoup de petits garçons. J'ai joué au chevalier, j'ai croisé le fer avec mes petits camarades, avec des épées de bois dans les jardins et les parcs. Et puis, au tournant des années 2000, un copain, un camarade me fait lire La pierre et le sabre, le fameux roman picaresque d'Eiji Yoshikawa, qui retrace de manière très romanesque, on le sait, la vie du grand Miyamoto Musashi. Et c'est à ce moment-là que je me prends vraiment de passion pour les samouraïs. Je découvre cet idéal chevaleresque qui est bien présenté dans le livre. Ensuite, au fil des années, au fil des recherches, je vais gratter un petit peu le vernis et m'apercevoir que sous ce vernis, justement, sous cette laque étincelante, se cachent parfois des visages un peu moins reluisants. Mais c'est un goût pour la chevalerie qui m'a poussé à rencontrer les samouraïs, qui sont sans doute, ou qui comptent en tout cas parmi les sociétés qui ont poussé à son plus haut degré de raffinement ces valeurs chevaleresques. Du moins dans l'idéal qu'ils souhaitaient porter. La principale difficulté, elle est d'ordre linguistique. Moi, je ne suis pas historien de profession, donc la position que j'essaie d'adopter, c'est celle d'un vulgarisateur, je l'espère, pertinent, c'est-à-dire qui essaye d'apporter une valeur ajoutée et qui essaye surtout de permettre au commun, au plus grand nombre, d'accéder aux travaux des chercheurs, notamment. Alors moi, n'étant qu'un très médiocre japonisant, je suis obligé de passer par le filtre des historiens, en particulier anglo-saxons, qui sont, il faut le dire, très en pointe là-dessus. D'ailleurs, je me réjouis que des jeunes chercheurs tels que vous prennent à bras-le-corps ces problématiques et ces sujets qui, à mon avis, méritent d'être explorés. Mais force est de reconnaître que jusqu'à présent, l'histoire militaire, de manière générale, est un petit peu le parent pauvre dans le domaine universitaire francophone. Et à part quelques grands noms, je pense évidemment à Pierre-François Souillery, qui est la figure tutélaire, c'est globalement des sujets qui sont négligés, quoi. Donc je m'efforce d'apporter ma pierre à l'édifice, modestement. Sans hésitation, Toyotomi Hideyoshi. Pour moi, le singe, c'est vraiment, alors justement, c'est le personnage emblématique de cette époque, celui qui va vraiment transformer le Japon, puisqu'il faut quand même rappeler que les Tokugawa et Ieyasu en tête héritent d'un Japon qui a été complètement bouleversé par les réformes de Nobunaga et tout particulièrement de son successeur Toyotomi Hideyoshi. Et c'est quand même lui qui va réformer la classe combattante, qui va réformer la paysannerie, qui va organiser un petit peu la féodalité japonaise, la réorganiser du moins. Donc c'est un personnage parti de rien, avec très peu d'atouts pour lui, il faut le dire, à part son génie personnel,
On décrit quand même un personnage assez chétif, assez vilain, qui pourtant va devenir un grand tombeur, un grand séducteur, va s'entourer des filles, des grands féodaux, un grand conquérant, un grand tacticien, un homme d'État de premier ordre. Vraiment un destin extraordinaire, qui fera dire d'ailleurs à René Grousset, le grand orientaliste, que c'est le Bonaparte japonais, rien que ça. Ouais. Eh bien, je continue à creuser mon sillon, qui consiste à confronter un peu le samouraï à son mythe. C'est un sujet inépuisable, hein, comme vous le savez, puisque dans l'Occident de manière générale, mais au Japon aussi, hein, le samouraï est vraiment entouré d'une telle aura mythique que c'est très difficile de le resituer dans son contexte historique, dans son contexte social. Donc il y a encore beaucoup à faire, et ce sera le thème du prochain ouvrage, à paraître, je l'espère, l'an prochain, en ces temps d'incertitude.